Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Essayiste, poète, éditeur, critique d'art, résistant, Stanislas Fumet fut aussi un des producteurs de radio qui ont fait découvrir au grand public des noms d'écrivains qui résistaient au monde, à leur époque, et qui ne renonçaient jamais. Ainsi, par exemple, Ernest Hello, Léon Bloy, ou encore, comme nous allons l'entendre dans cette émission datant de 1952 et réalisée par Alain Trutat, Jules Barbet d'Aurevilly, dont Sainte-Beuve disait que la plume ressemblait à une épée. Une pathologie médicale porte le nom de l'héroïne d'un de ses romans, Une histoire sans nom, l'asthénie de Ferjol. 100 ans de spiritualité dans les lettres françaises. La radiodiffusion française vous prie d'écouter l'émission de Stanislas Fumet, 100 ans de spiritualité dans les lettres françaises. Aujourd'hui, Jules Barbet d'Aurevilly, présenté avec le concours de Fernand Ledoux de la Comédie Française, Tania Balachova, François Chaumette, Marguerite Kavadavski, Jacqueline Morane, Madeleine Sylvain, Francette Vernillat et Jean Dide. Barbet d'Aurevilly, formidable imbécile. Mais il est certain que Barbet d'Aurevilly a joui, pendant sa vie, d'une réputation exceptionnelle. On s'en fait difficilement une idée aujourd'hui, parce que la littérature n'est plus un monde où l'on entre et dont l'on sort avec un laissez-passer. La littérature n'a plus de propriété. Elle est mélangée à la terre commune. Au XIXe siècle, c'était une patrie que l'on défendait. Il lui fallait son duc de Guise contre les bourgeois, son connétable contre les universitaires. Elle ne faisait pas faire sa publicité par les éditeurs, elle s'en chargeait elle-même. Barbet d'Aurevilly était un prince aux yeux de ses pairs, et ce prince n'avait qu'un humble pied-à-terre dans la capitale, un tournebride à 2 pièces rue Rousselet. Il n'y recevait pas moins, en pleine gloire, ses quelques familiers et adoratrices, dans des costumes de théâtre dont il était naïvement fier, les manchettes de Barbet d'Aurevilly, son corset et sa redingote, ses cannes, son maquillage, n'avaient pas moins contribué à le rendre célèbre que le panache de ses encres et les voltiges de son écriture. Barbet d'Aurevilly, personnage légendaire, incarnait la littérature de combat et d'extase. Le soldat et le prêtre se disputaient son cœur de paladin. Les jeunes écrivains du temps, que la démocratie ne fascinait pas, ceux qui avaient retrouvé les cathédrales et la poésie des croisades, regardaient Monsieur d'Aurevilly comme on regarde un spectacle. Il reste qu'il fallait lever la tête pour le voir, et que donc il se tenait en haut. Cela ne suffit-il pas à prouver qu'il était grand? Barbet d'Aurevilly est un romantique attardé, mais il est aussi, avec son compatriote normand Flaubert, le précurseur d'une littérature qui va concurrencer les beaux-arts. Ce prosateur a fait de son métier d'écrivain une lyre monumentale, qui est un pianoforte. On lui reproche d'avoir trop aimé les mots et d'en avoir fait de trop bons par plaisir, par caprice, les bons mots de la vérité, les bons mots du christianisme, les bons mots du catholicisme. Dans des catholiques, après Baudelaire, qu'il sut admirer et qu'il osa mettre en demeure de se brûler la cervelle ou de se faire chrétien, l'auteur des Diaboliques est moins profond que Joseph de Maistre, son guide. Ce dandysme de Barbet d'Aurevilly est puissamment généreux, mais les oripeaux, un attirail de Moyen-Âge, la cagoule et les instruments de torture dont il affuble son art, si légèrement que tout cela soit présenté, lui enlèvent, quand il est apôtre, bien des moyens de persuasion. Ce grand homme dramatique n'est pas sérieux. Cet amoureux du Saint-Esprit est volage. Il peint des femmes nues en marge de son évangéliaire. Il est frondeur par nature, il est chrétien par goût,
Il est pour la vérité du Christ parce qu'il est trop intelligent et de trop bon sang, S-A-N-G, pour ne point l'être. Ce qu'il y a de magnifique dans le catholicisme, c'est qu'il est large, compréhensif, immense. C'est qu'il embrasse la nature humaine tout entière et ses diverses sphères d'activité, et que par-dessus ce qu'il embrasse, il a déployé la grande maxime « Malheur à celui qui se scandalise ». Il n'a rien de prude, de bégueule, de pédant, d'inquiet. De par le catholicisme, il n'est interdit, ce me semble, à personne de raconter un fait de passion si terrible, si criminel qu'il soit, d'en tirer des effets de drame, d'éclairer un gouffre dans le cœur humain quand même il y aurait au fond du sang ou de la fange, enfin d'écrire du roman, pour peu que ce roman ne soit pas comme une prédication d'erreur, car voilà la réserve. Il ne faut pas dire que le bien est le mal, que le mal est le bien et sophistiqué comme Rousseau ou Madame Sand, par exemple, au profit de l'erreur ou du vice. Mais les peindre dans leurs faits et gestes, cette erreur ou ce vice, mais les faire ressemblants, où est l'inconvénient, où est le mal? Le catholicisme ne coupe pas les ailes au génie quand génie il y a. Il n'eût point empêché Shakespeare, si Shakespeare lui eût appartenu, d'écrire cette sublime scène qui ouvre Richard III et dans laquelle la femme désolée qui suit le cercueil de son mari empoisonné par son frère après avoir vomi des imprécations épouvantables contre l'assassin, finit par lui donner sa bague d'épouse et s'abandonne à son faux et incestueux amour. C'est abominable, affreux. Les niais disent même improbable parce que ce hideux changement du cœur d'une femme a lieu dans la courte durée d'une scène, ce qui est selon moi une vérité de plus, mais c'est beau, de vérité humaine, profondément, cruellement, terriblement beau. Et la vérité et la beauté, en quelque genre que ce soit, ne sont point ostracisées par le catholicisme, qui est la vérité absolue. Peindre ce qui est, peindre la réalité humaine, crime ou vertu, et le faire vivre par la toute-puissance de l'inspiration et de la forme, montrer la réalité vivifiée, voilà la mission des artistes. Les artistes sont catholiquement au-dessous des ascètes, mais ils ne sont pas des ascètes, ils sont des artistes. Chacun de nous a sa vocation d'intelligence dans ses facultés. L'artiste n'est pas non plus un préfet de police d'idées. Quand il a créé une réalité en la peignant, il a accompli son œuvre, ne lui demandez rien de plus. Mais j'entends votre objection. Et la moralité de son œuvre, mais l'influence de son œuvre sur la moralité publique déjà si ébranlée. À cela je réponds, si on abuse d'une vérité, tant pis pour ceux qui en abusent. Si on conclut d'une œuvre d'art vivante et vraie, si on en conclut des choses mauvaises, tant pis pour les coupables raisonneurs. L'art doit-il expirer, vaincu par les considérations à hauteur d'appui pour toutes les défaillances? Doit-on le remplacer par un système préventif de haute prudence qui ne permette rien de tout ce qui peut être dangereux, c'est-à-dire, en définitive, rien de rien? Les artistes s'adressent à ceux qui les comprennent. Demandez aux jésuites, à ces étonnants politiques du cœur humain qui entendaient si grandement la morale, qui la voyaient de si haut quand, au contraire, les jansénistes la rapetissaient et la rendaient si étroite, si bête et si dure. Ah, que n'ai-je là, un de ces casuistes à l'esprit de discernement et de soulagement comme l'Église en a tant produit, et nous verrions ce qu'il dirait de la question que vous posez dans les reproches que vous m'adressez à propos de ma pauvre nouvelle. J'affronterai sans peur son avis. Les jésuites, que je sache, ne donnèrent pas leur opinion. L'ensorcelé, pas plus qu'une vieille maîtresse et un prêtre marié, ni même les diaboliques, ne les firent sortir, je crois, de leur indifférence. Les diaboliques ont fait la célébrité de Barbé d'Aurevilly. La moins noire des 6 nouvelles qui ont reçu ce titre n'est pas la moins étincelante. Barbé d'Aurevilly aimait, je crois, à la lire aux dames qui l'entouraient. Imaginons-le dans une ambiance préparée à dessein. Le vieux lion a revêtu une redingote violacée, imitée de Brumel. Il est fardé comme sur la scène. On le voit à sa table, qui lève la mèche de sa lampe à pétrole. Monsieur d'Aurevilly passe nerveusement les doigts sur sa moustache, ouvre ses cahiers aux teintes de diverses couleurs, redresse le buste, vérifie de l'œil que son auditoire est attentif et commence. Il vit donc toujours, ce vieux mauvais sujet? Par Dieu s'il vit. Et par l'ordre de Dieu, madame. Le roi est mort, vive le roi, disait-on sous l'ancienne monarchie, avant qu'elle fût cassée, cette vieille porcelaine de Sèvres.
Don Juan, lui, malgré toutes les démocraties, est un monarque qu'on ne cassera pas. Au fait, le diable est immortel. Il a même... Qui, le diable? Non, Don Juan soupé il y a 3 jours en goguette. Devinez où? À votre affreuse maison d'or, sans doute. Puis non, madame, Don Juan n'y va plus. Il n'y a là rien à fricasser pour sa grandesse. Le seigneur Don Juan a toujours été un peu comme ce fameux moine d'Arnaud de Brescia qui, raconte les chroniques, ne vivait que du sang des âmes. C'est avec cela qu'il aime arroser son vin de champagne. Et cela ne se trouve plus depuis longtemps dans le cabaret des cocottes. Vous verrez qu'il aura soupé au couvent des bénédictins avec ses dames. De l'adoration perpétuelle, oui, madame. Car l'adoration qu'il a inspirée une fois, ce diable d'homme, me fait l'effet de durer longtemps. Pour un catholique, je vous trouve profanant. Et je vous prie de m'épargner le détail des soupers de vos coquines. Si c'est une manière inventée par vous de m'en donner des nouvelles, que de me parler ce soir de Don Juan. Je n'invente rien, madame. Les coquines du souper en question, si ce sont des coquines, ne sont pas les miennes, malheureusement. Assez, monsieur. Permettez-moi d'être modeste. C'était... Les 1000 lettrés. Oh, pas toutes, madame. Une 12aine seulement. C'est déjà comme cela bien assez honnête. Et déshonnête aussi. D'ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu'il ne peut pas tenir beaucoup de monde dans le boudoir de la comtesse de Chiffreva. On a pu y faire des choses grandes, mais il est fort petit, ce boudoir. Comment? C'est dans le boudoir qu'on aura soupé? Oui, madame, c'est dans le boudoir. Et pourquoi pas? On dîne bien sur un champ de bataille. On voulait donner un souper extraordinaire au seigneur Don Juan et c'était plus digne de lui de le lui donner sur le théâtre de sa gloire, là où les souvenirs fleurissent à la place des orangers. Jolie idée, tendre et mélancolique. Ce n'était pas le bal des victimes, c'était le souper. Et Don Juan? Don Juan a fort bien pris la chose et très bien soupé, lui, tout seul devant elle, dans la personne de quelqu'un que vous connaissez, et qui n'est pas moins que le comte Jules Amédée Hector. Lui, c'est bien en effet Don Juan. Et quoiqu'elle eût passé l'âge de la rêverie, cette dévote à bec et ongles, elle se mit à rêver au comte Jules Amédée Hector, à cet homme de race Juan, de cette antique race Juan éternelle, à qui Dieu n'a pas donné le monde, mais a permis au diable de le lui donner. Ce qui venait d'être dit à la vieille marquise Guy de Ruy était l'exacte vérité. Il y avait 3 jours à peine qu'une 12aine de femmes du vertueux faubourg Saint-Germain, qu'elles soient bien tranquilles, je ne les nommerai pas, lesquelles, toutes les 12, selon les douairières du commérage, avaient été du dernier bien, vieille expression charmante avec le comte de Ravilla de Ravillès, s'étaient prises de l'idée singulière de lui offrir à souper, à lui seul d'homme, pour fêter quoi, elle ne le disait pas. C'était hardi qu'un tel souper, mais les femmes, lâches individuellement en troupe, sont audacieuses. Pas une, peut-être, de ce souper féminin n'aurait osé l'offrir chez elle en tête-à-tête au comte Jules Amédée Hector, mais ensemble, et s'épaulant toutes les unes par les autres, elles n'avaient pas craint de faire la chaîne du baquet de Mesmer autour de cet homme magnétique et compromettant, le comte de Ravilla de Ravillès. Nous n'étions pas à ce souper, et si nous en allons rapporter quelques détails et l'histoire par laquelle il finit, c'est que nous les tenons de Ravilla lui-même qui, fidèle à l'indiscrétion traditionnelle et caractéristique de la race Juan, prit la peine un soir de nous les raconter. Il était donc tard, c'est-à-dire tôt. Le matin venait. Contre le plafond et à une certaine place des rideaux de soie rose du boudoir, hermétiquement fermés, on voyait poindre et rondir une goutte d'opale comme un œil grandissant. L'œil du jour curieux qui aurait regardé par là ce qu'on faisait dans ce boudoir enflammé. L'alanguissement commençait à prendre les chevalières de cette table ronde, ces soupeuses si animées il n'y avait qu'un moment. On connaît ce moment-là de tous les soupers où la fatigue de l'émotion et de la nuit passée semble se projeter sur tout, sur les coiffures qui s'affaissent, les joues vermillonnées ou pâlies qui brûlent, les regards lassés dans les yeux cernés qui s'alourdissent, et même jusque sur les lumières élargies et rampantes des 1000 bougies des candélabres, ces bouquets de feu aux tiges sculptées de bronze d'or. La conversation générale, longtemps faite d'entrain, partie de volant où chacun avait allongé son coup de raquette, s'était fragmentée, émiettée, et rien de distinct ne s'entendait plus dans le bruit harmonieux de toutes ces voix aux timbres aristocratiques qui se mêlaient et babillaient comme les oiseaux à l'aube sur la lisière d'un bois. Quand l'une d'elles, une voix de tête celle-là, impérieuse et presque impertinente,
comme doit l'être une voix de duchesse, dit tout à coup par-dessus toutes les autres ces paroles qui étaient sans doute la suite et la conclusion d'une conversation à voix basse que personne de ces femmes qui causaient chacune avec sa voisine n'avait entendue. Vous qui passez pour le Don Juan de ces temps-ci, vous devriez nous raconter l'histoire de la conquête qui a le plus flatté votre orgueil d'homme aimé et que vous jugez à cette lueur du moment présent le plus bel amour de votre vie. Et la question, autant que la voix qui parlait, coupa nettement dans le bruit toutes ces conversations éparpillées et fit subitement le silence. C'était la voix de la duchesse de... Je ne lèverai pas son masque. Mais peut-être la reconnaîtrez-vous quand je vous aurai dit que c'est la blonde la plus pâle de teint et de cheveux, et les yeux les plus noirs sous ses longs sourcils d'ambre de tout le faubourg Saint-Germain. Elle était assise, comme un juste à la droite de Dieu, à la droite du comte de Ravilla, le dieu de cette fête, qui ne réduisait pas alors ses ennemis à lui servir de marchepied. Mince et idéale comme une arabesque et comme une fée dans sa robe de velours vert aux reflets d'argent, dont la longue traîne se tordait autour de sa chaise et figurait assez bien la queue de serpent par laquelle se terminait la croupe charmante de Mélusine. C'est là une idée. Oui, l'amour de tous les amours, inspirés ou sentis, que vous voudriez le plus recommencer, si c'était possible. Oh, je voudrais les recommencer tous. Fit Ravilla avec cet inassouvissement d'empereurs romains qu'ont parfois ces blasés immenses. Et il leva son verre de champagne. Puis il étreignit d'un regard circulaire toutes ces femmes qui formaient autour de la table une si magnifique ceinture. Et cependant, ajouta-t-il en replaçant son verre devant lui, avec une mélancolie étonnante pour un tel Nabuchodonosor qui n'avait encore mangé d'herbe que les salades à l'estragon du café anglais. Et cependant, c'est la vérité qu'il y en a un, entre tous les sentiments de la vie, qui rayonnent toujours dans le souvenir plus fort que les autres, à mesure que la vie s'avance, et pour lequel on les donnerait tous. Le diamant de l'écrin, dit la comtesse de Chiffreva, songeuse, qui regardait peut-être dans les facettes du sien. Et de la légende de mon pays, Reprit à son tour la princesse Jable, qui est du pied des monts Oural. ce fameux et fabuleux diamant rose d'abord, qui devient noir ensuite, mais qui reste diamant, plus brillant encore noir que rose. Elle dit cela avec le charme étrange qui est en elle, cette bohémienne. Car c'est une bohémienne épousée par amour par le plus beau prince de l'émigration polonaise, et qui a l'air aussi princesse que si elle était née sous les courtines des Jagellons. Alors ce fut une explosion. Oui, dites-nous cela, Ajoutèrent-elles passionnément, suppliantes déjà, avec les frémissements de la curiosité jusque dans les frissons de leur cou, par derrière, se tassant épaule contre épaule, les unes la joue dans la main, le coude sur la table, les autres renversées au dossier des chaises, l'éventail déplié sur la bouche, le fusillant toutes de leurs yeux émerillonnés et inquisiteurs. Si vous le voulez absolument, Dit le comte avec la nonchalance d'un homme qui sait que l'attente exaspère le désir. absolument. Dit la duchesse en regardant comme un despote turc aurait regardé le fil de son sabre, le fil d'or de son couteau de dessert. écoutez donc. J'ai ouï dire souvent à des moralistes, grands expérimentateurs de la vie, que le plus fort de tous nos amours n'est ni le premier ni le dernier, comme beaucoup le croient. C'est le second. Mais en fait d'amour, tout est vrai et tout est faux. Et du reste, cela n'aura pas été pour moi... Ce que vous me demandez, mesdames, et ce que j'ai ce soir à vous raconter remonte au plus bel instant de ma jeunesse. Je n'étais plus précisément ce qu'on appelle un jeune homme, mais j'étais un homme jeune, et comme disait un vieil oncle à moi, chevalier de Malte, pour désigner cette époque de la vie, j'avais fini mes caravanes. En pleine force, donc, je me trouvais en pleine relation aussi, comme on dit si joliment en Italie, avec une femme que vous connaissez toutes, et que vous avez toutes admirées. Ici, le regard que se jetèrent en même temps chacune à toutes les autres, ce groupe de femmes qui aspiraient les paroles de ce vieux serpent, fut quelque chose qu'il faut avoir vu, car c'est inexprimable. Cette femme était bien ce que vous pouvez imaginer de plus distingué dans tous les sens que l'on peut donner à ce mot. Elle était jeune, riche, d'un nom superbe, belle, spirituelle, d'une large intelligence d'artiste, et naturelle avec cela, comme on l'est dans votre monde, quand on l'est.
D'ailleurs, n'ayant dans ce monde-là d'autres prétentions que celle de me plaire et de se dévouer, que de me paraître la plus tendre des maîtresses et la meilleure des amies. Je n'étais pas, je crois, le premier homme qu'elle eût aimé. Elle avait déjà aimé une fois, et ce n'était pas son mari. Mais ça avait été vertueusement, platoniquement, utopiquement, de cet amour qui exerce le cœur plus qu'il ne le remplit, qui en prépare les forces pour un autre amour, qui doit toujours bientôt le suivre, de cet amour d'essai, enfin, qui ressemble à la messe blanche que disent les jeunes prêtres pour s'exercer à dire, sans se tromper, la vraie messe, la messe consacrée. Lorsque j'arrivai dans sa vie, elle n'en était encore qu'à la messe blanche. C'est moi qui fus la véritable messe. Et elle l'a dit alors avec toutes les cérémonies de la chose et somptueusement, comme un cardinal. À ce mot-là, le plus joli rond de sourire tourna sur ses 12 délicieuses bouches attentives, comme une ondulation circulaire sur la surface limpide d'un lac. Ce fut rapide, mais ravissant. C'était vraiment un être à part. J'ai vu rarement plus de bonté vraie, plus de pitié, plus de sentiments excellents, jusque dans la passion, qui, comme vous le savez, n'est pas toujours bonne. Je n'ai jamais vu moins de manège, moins de pruderie et de coquetterie, ces deux choses si souvent emmêlées dans les femmes, comme un écheveau dans lequel la griffe du chat aurait passé. Il n'y avait point de chat en celle-ci. Elle était ce que ces diables de faiseurs de livres, qui nous empoisonnent de leur manière de parler, appelleraient une nature primitive parée par la civilisation. Mais elle n'en avait que les luxes charmants, et pas une seule de ces petites corruptions qui nous paraissent encore plus charmantes que ces luxes. Était-elle brune? Ah, vous n'y voyez pas assez clair. Oui, elle était brune, brune de cheveux jusqu'au noir le plus jet, le plus miroir d'ébène que j'ai jamais vu relever sur la voluptueuse convexité lustrée d'une tête de femme. Mais elle était blonde de teint. Et c'est au teint et non aux cheveux qu'il faut juger si on est brune ou blonde. C'était une blonde aux cheveux noirs. Toutes les têtes blondes de cette table, qui ne l'étaient, elles, que de cheveux, firent un mouvement imperceptible. Il était évident que pour elle, l'intérêt de l'histoire diminuait déjà. Elle avait les cheveux de la nuit, mais sur le visage de l'aurore. Car son visage resplendissait de cette fraîcheur incarnadine, éblouissante et rare, qui avait résisté à tout dans cette vie nocturne de Paris, dont elle vivait depuis des années, et qui brûle tant de roses à la flamme de ses candélabres. Il semblait que les siennes s'y fussent seulement embrasées, tant sur ses joues et sur ses lèvres. Le carmin en était presque lumineux. Leur double éclat s'accordait bien, du reste, avec le rubis qu'elle portait habituellement sur le front, car dans ce temps-là, on se coiffait en ferronnière, ce qui faisait dans son visage, avec ses deux yeux incendiaires dont la flamme empêchait de voir la couleur, comme un triangle de 3 rubis. Élancée, mais robuste, majestueuse même, taillée pour être la femme d'un colonel de cuirassiers, son mari n'était alors chef d'escadron que dans la cavalerie légère. Elle avait, toute grande dame qu'elle fût, la santé d'une paysanne qui boit du soleil par la peau. Et elle avait aussi l'ardeur de ce soleil bu, autant dans l'âme que dans les veines. Oui, présente et toujours prête. Mais voici où l'étrange commençait. Cet être pubissante et ingénue, cette nature purpurine et pure comme le sang qui arrosait ses belles joues et rosait ses bras, était, le croiriez-vous, maladroite aux caresses. Ici, quelques yeux se baissèrent, mais se relevèrent malicieux. Maladroite aux caresses, comme elle était imprudente dans la vie. Il fallait que l'homme qu'elle aimait lui enseignât incessamment 2 choses qu'elle n'a jamais apprises, du reste. À ne pas se perdre vis-à-vis d'un monde toujours armé et toujours implacable, et à pratiquer dans l'intimité le grand art de l'amour, qui empêche l'amour de mourir. Elle avait cependant l'amour, mais l'art de l'amour lui manquait. C'était le contraire de tant de femmes qui n'en ont que l'art. Or, pour comprendre et appliquer la politique du prince, il faut être déjà Borgia. Borgia précède Machiavel, l'un est le poète, l'autre le critique. Elle n'était nullement Borgia. C'était une honnête femme amoureuse, naïve malgré sa colossale beauté, comme la petite fille du dessus de porte, qui en soif veut prendre dans sa main de l'eau de la fontaine et qui, haletante,
laisse tout tomber à travers ses doigts et reste confuse. Nous vivions donc dans une intimité qui avait parfois des orages, mais qui n'avait pas de déchirement. Et cette intimité n'était dans cette ville de province qu'on appelle Paris un mystère pour personne. La marquise, elle était marquise. Il y en avait 3 à cette table, et brunes de cheveux aussi. Mais elles ne scièrent pas. Elles savaient trop que ce n'était pas d'elles qu'ils parlaient. Le seul velours qu'elles eussent à toutes les 3 était sur la lèvre supérieure de l'une d'elles. Lèvres voluptueusement estompées qui, pour le moment, je vous le jure, exprimaient pas mal de dédain. Et marquise 3 fois, comme les pachas peuvent être pachas à 3 queues. La marquise était de ces femmes qui ne savent rien cacher et qui, quand elles le voudraient, ne le pourraient pas. Sa fille, même une enfant de 13 ans, malgré son innocence, ne s'apercevait que trop du sentiment que sa mère avait pour moi. Je ne sais quel poète a demandé ce que pensent de nous les filles dont nous avons aimé les mères. Question profonde que je me suis souvent faite quand je surprenais le regard d'espion, noir et menaçant, busqué sur moi du fond des grands yeux sombres de cette fillette. Cet enfant d'une réserve farouche, qui le plus souvent quittait le salon quand je venais et qui se mettait le plus loin possible de moi quand elle était obligée d'y rester, avait pour ma personne une horreur presque convulsive, qu'elle cherchait à cacher en elle, mais qui, plus fort qu'elle, la trahissait. Cela se révélait dans d'imperceptibles détails, mais non pas un ne m'échappait. La marquise, qui n'était pourtant pas une observatrice, me disait sans cesse « Il faut prendre garde, mon ami. Je crois ma fille jalouse de vous. » J'y prenais garde beaucoup plus qu'elle. Cette petite aurait-elle été le diable en personne, je l'aurais bien défié de lire dans mon jeu. Mais le jeu de sa mère était transparent. Tout se voyait dans le miroir pourpre de ce visage si souvent troublé. À l'espèce de haine de la fille, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait surpris le secret de sa mère à quelque émotion exprimée dans quelques regards trop noyés involontairement de tendresse. C'était, si vous voulez le savoir, une enfant chétive, parfaitement indigne du moule splendide où elle était sortie, laide, même de l'aveu de sa mère, qui ne l'en aimait que davantage. Une petite topaze brûlée. Que vous dirais-je? Une espèce de maquette en bronze, mais avec des yeux noirs. Une magie. Et qui, depuis... Il s'arrêta après cet éclair, comme s'il avait voulu l'éteindre et qu'il en eût trop dit. L'intérêt était revenu, général, perceptible, tendu à toutes les physionomies. Et la comtesse avait dit, même entre ses belles dents, le mot de l'impatience éclairée. Enfin! Dans les commencements de ma liaison avec sa mère, j'avais eu avec cette petite fille toutes les familiarités caressantes qu'on a avec tous les enfants. Je lui apportais les sacs de dragées, je l'appelais Petite Masque. Et très souvent, en causant avec sa mère, je m'amusais à lui lisser son bandeau sur la tempe. Un bandeau de cheveux malades, noirs, avec des reflets d'amadou. Mais la Petite Masque, dont la grande bouche avait un joli sourire pour tout le monde, recueillait, repliait son sourire pour moi, fronçait âprement ses sourcils, et à force de se crisper, devenait d'une petite masque un vrai masque ridé de cariatide humiliée, qui semblait, quand ma main passait sur son front, porter le poids d'un entablement sous ma main. Aussi bien en voyant cette maussaderie toujours retrouvée à la même place et qui semblait une hostilité, j'avais fini par laisser là cette sensitive couleur de souci qui se rétractait si violemment au contact de la moindre caresse, et je ne lui parlais même plus. Elle sent bien que vous la volez. Son instinct lui dit que vous lui prenez une portion de l'amour de sa mère. C'est ma conscience que cet enfant, et mon remords sa jalousie. Un jour, ayant voulu l'interroger sur cet éloignement profond qu'elle avait pour moi, la marquise n'en avait obtenu que ces réponses brisées, têtues, stupides, qu'il faut tirer avec un tire-bouchon d'interrogations répétées de tous les enfants qui ne veulent rien dire. Ce n'est rien, je ne sais pas. Et voyant la dureté de ce petit bronze, elle avait cessé de lui faire des questions, et de lassitude, elle s'était détournée. J'ai oublié de vous dire que cet enfant bizarre était très dévote, d'une dévotion sombre, espagnole, Moyen-Âge, superstitieuse.
Elle tordait autour de son maigre corps toutes sortes de scapulaires et se plaquait sur sa poitrine, unie comme le dos de la main, et autour de son cou bistré des tas de croix, de bonne vierge et de Saint-Esprit. Vous êtes malheureusement un impie. Un jour, en causant, vous l'aurez peut-être scandalisée. Faites attention à tout ce que vous dites devant elle, je vous en supplie. N'aggravez pas mes torts aux yeux de cet enfant envers qui je me sens déjà si coupable. Vous finirez par la haïr, et je ne pourrai pas vous en vouloir. Mais la marquise se trompait. Je n'étais qu'indifférent pour cette maussade fillette, quand elle ne m'impatientait pas. J'avais mis entre nous la politesse qu'on a entre grandes personnes et entre grandes personnes qui ne s'aiment point. Je la traitais avec cérémonie, l'appelant en gros comme le bras « mademoiselle », et elle me renvoyait un monsieur glacial. Elle ne voulait rien faire devant moi qui pût la mettre, je ne dis pas en valeur, mais seulement en dehors d'elle-même. Jamais sa mère ne put la décider à me montrer un de ses dessins, ni à jouer devant moi un air de piano. Quand je l'y surprenais, étudiante avec beaucoup d'ardeur et d'attention, elle s'arrêtait court, se levait du tabouret et ne jouait plus. Une seule fois, sa mère l'exigeant, et il y avait du monde, elle se plaça devant l'instrument ouvert avec un de ces airs victimes qui, je vous assure, n'avait rien de doux, et elle commença je ne sais quelle partition avec des doigts abominablement contrariés. J'étais debout à la cheminée et je la regardais obliquement. Elle avait le dos tourné de mon côté, et il n'y avait pas de glace devant elle dans laquelle elle pût voir que je la regardais. Tout à coup, son dos. Elle se tenait habituellement mal et sa mère lui disait souvent « Si tu te tiens toujours ainsi, tu finiras par te donner une maladie de poitrine. » Tout à coup, son dos se redressa, comme si je lui avais cassé l'épine dorsale avec mon regard, comme avec une balle. Et abattant violemment le couvercle du piano, qui fit un bruit effroyable en tombant, elle se sauva du salon. On alla la chercher, mais ce soir-là, on ne put jamais l'y faire revenir. Eh bien, il paraît que les hommes les plus fats ne le sont jamais assez. Car la conduite de cette ténébreuse enfant qui m'intéressait si peu ne me donna rien à penser sur le sentiment qu'elle avait pour moi. Sa mère non plus. Sa mère, qui était jalouse de toutes les femmes de son salon, ne fut pas plus jalouse que je n'étais fat avec cette petite fille, qui finit par se révéler dans un de ses faits que la marquise, l'expansion même dans l'intimité, pâle encore de la terreur qu'elle avait ressentie, et riant aux éclats de l'avoir éprouvée, eut l'imprudence de me raconter. Il avait souligné par inflexion le mot d'imprudence, comme eût fait le plus habile acteur et un homme qui savait que tout l'intérêt de son histoire ne tenait plus qu'au fil de ce mot-là. Mais cela suffisait apparemment, car ces 12 beaux visages de femmes s'étaient renflammés d'un sentiment aussi intense que les visages des chérubins devant le trône de Dieu. Est-ce que le sentiment de la curiosité chez les femmes n'est pas aussi intense que le sentiment de l'adoration chez les anges? Lui les regarda tous, ces visages de chérubins qui ne finissaient pas aux épaules, et les trouvant à point sans doute pour ce qu'il avait à leur dire, il reprit vite et ne s'arrêta plus. Oui, elle riait aux éclats, la marquise, rien que d'y penser, me dit-elle à quelque temps de là, lorsqu'elle me rapportait la chose. Mais elle n'avait pas toujours ri. Figurez-vous que j'étais assise là où nous sommes maintenant. Mais vous n'étiez pas où vous voilà, heureusement. Quand on m'annonça, devinez qui? Vous ne le devineriez jamais. Monsieur le curé de Saint-Germain-des-Prés. Le connaissez-vous? Non, vous n'allez jamais à la messe, ce qui est très mal. Comment pourriez-vous donc connaître ce pauvre vieux curé qui est un saint et qui ne met le pied chez aucune femme de sa paroisse, sinon quand il s'agit d'une quête pour ses pauvres ou pour son église? Je crus tout d'abord que c'était pour cela qu'il venait. Il avait dans le temps fait faire sa première communion à ma fille, et elle, qui communiait souvent, l'avait gardé pour confesseur. Pour cette raison, bien des fois, depuis ce temps-là, je l'avais invité à dîner, mais en vain. Quand il entra, il était extrêmement troublé, et je vis sur ses traits d'ordinaire si placides un embarras si peu dissimulé et si grand qu'il me fut impossible de le mettre sur le compte de la timidité toute seule, et que je ne pus m'empêcher de lui dire pour la première parole « Eh mon Dieu, qu'y a-t-il, monsieur le curé ?» Il y a, madame, que vous voyez l'homme le plus embarrassé qu'il y ait au monde. Voilà plus de 50 ans que je suis dans le Saint-Ministère et je n'ai jamais été chargé d'une commission plus délicate et que je comprisse moins que celle que j'ai à vous faire. Et il s'assit, me demanda de faire fermer ma porte tout le temps de notre entretien. Vous sentez bien que toutes ces solennités m'effrayaient un peu. Il s'en aperçut. Ne vous effrayez pas à ce point, madame. Vous avez besoin de tout votre sang-froid pour m'écouter et
pour me faire comprendre, à moi, la chose inouïe dont il s'agit, et qu'en vérité, je ne puis admettre. Mademoiselle, votre fille, de la part de qui je viens, est, vous le savez comme moi, un ange de pureté et de piété. Je connais son âme. Je la tiens dans mes mains depuis son âge de 7 ans. Et je suis persuadé qu'elle se trompe, à force d'innocence peut-être. Mais ce matin, elle est venue me déclarer en confession qu'elle était... Vous ne le croirez pas, madame, ni moi non plus, mais il faut bien dire le mot, enceinte. Quoi? J'ai poussé un cri comme vous dans mon confessionnal ce matin à cette déclaration faite par elle avec toutes les marques du désespoir le plus sincère et le plus affreux. Je sais à fond cet enfant, elle ignore tout de la vie et du péché. C'est certainement de toutes les jeunes filles que je confesse, celle dont je répondrai le plus devant Dieu. Voilà tout ce que je puis vous dire. Nous sommes, nous autres prêtres, les chirurgiens des âmes, et il nous faut les accoucher des hontes qu'elles dissimulent avec des mains qui ne les blessent ni ne les tachent. Je l'ai donc, avec toutes les précautions possibles, interrogé, questionné, pressé de questions, cet enfant au désespoir, mais qui, une fois la chose dite, la faute avouée qu'elle appelle un crime et sa damnation éternelle, car elle se croit damnée, la pauvre fille, ne m'a plus répondu et s'est obstinément renfermée dans un silence qu'elle n'a rompu que pour me supplier de venir vous trouver, madame, et de vous apprendre son crime, car il faut bien que maman le sache, a-t-elle dit, et jamais je n'aurai la force de le lui avouer. J'écoutais le curé de Saint-Germain-des-Prés. Vous vous doutez bien avec quel mélange de stupéfaction et d'anxiété. Comme lui, et encore plus que lui, je croyais être sûr de l'innocence de ma fille. Mais les innocents tombent souvent, même par innocence. Et ce qu'elle avait dit à son confesseur n'était pas impossible. Je n'y croyais pas, je ne voulais pas y croire, mais cependant, ce n'était pas impossible. Elle n'avait que 13 ans, mais elle était une femme, et cette précocité même m'avait effrayée. Une fièvre, un transport de curiosité me saisit. Je veux et je vais tout savoir, dis-je à ce bonhomme de prêtre ahuri devant moi et qui, en m'écoutant, débordait d'embarras son chapeau. Laissez-moi, monsieur le curé, elle ne parlerait pas devant vous, mais je suis sûre qu'elle me dira tout, que je lui arracherai tout et que nous comprendrons alors ce qui est maintenant incompréhensible. Et le prêtre s'en alla là-dessus, et dès qu'il fut parti, je montai chez ma fille, n'ayant pas la patience de la faire demander et de l'attendre. Je la trouvai devant le crucifix de son lit, pas agenouillée, mais prosternée, pâle comme une morte, les yeux secs mais très rouges, comme des yeux qui ont beaucoup pleuré. Je la pris dans mes bras, l'assis près de moi, puis sur mes genoux, et je lui dis que je ne pouvais pas croire ce que venait de m'apprendre son confesseur. Mais elle m'interrompit pour m'assurer avec des navrements de voix et de physionomie que c'était vrai ce qu'il avait dit. Et c'est alors que, de plus en plus inquiète et étonnée, je lui demandai le nom de celui qui... Je n'achevai pas. Or, ce fut le moment terrible. Elle se cacha la tête et le visage sur mon épaule. Mais je voyais le ton de feu de son cou par derrière et je la sentais frissonner. Le silence qu'elle avait opposé à son confesseur, elle me l'opposa. C'était un mur. « Il faut que ce soit quelqu'un bien au-dessous de toi, puisque tu as tant de honte, » lui dis-je pour la faire parler, en la révoltant, car je la savais orgueilleuse. Mais c'était toujours le même silence, le même engloutissement de sa tête sur mon épaule. Cela dura un temps qui me parut infini, quand tout à coup elle me dit, sans se soulever, « Jure-moi que tu me pardonneras, maman. » Je lui jurai tout ce qu'elle voulut, au risque d'être 100 fois parjure. Je m'en souciais bien. Je m'impatientais, je bouillais. Il me semblait que mon front allait éclater et laisser échapper ma cervelle. Eh bien, c'est monsieur de Ravilla. Oh, l'effet de ce nom à m'aider. Je recevais d'un seul coup, en plein cœur, la punition de la grande faute de ma vie. Vous êtes, en fait de femme, un homme si terrible. Vous m'avez fait craindre de telles rivalités que l'horrible « pourquoi pas » dit à propos de l'homme qu'on aime et dont on doute se leva en moi. Ce que j'éprouvais, j'eus la force de le cacher à cette cruelle enfant qui avait peut-être deviné l'amour de sa mère. « Monsieur de Ravilla, mais tu ne lui parles jamais, tu le fuis. » J'allais ajouter, car la colère commençait, je la sentais venir. «
Vous êtes donc bien faux tous les deux. Mais je réprimais cela. Ne fallait-il pas que je suisse les détails un par un de cette horrible séduction? Et je les lui demandai avec une douceur dont je crus mourir quand elle m'ôta de cet étau, de ce supplice, en me disant naïvement: Mère, c'était un soir. Il était dans le grand fauteuil qui est au coin de la cheminée, en face de la causeuse. Il y resta longtemps, puis il se leva. Et moi, j'eus le malheur d'aller m'asseoir après lui dans ce fauteuil qu'il avait quitté. Oh, maman, c'est comme si j'étais tombée dans du feu. Je voulais me lever, je ne pus pas. Le cœur me manqua, et je sentis, tiens là, maman, que ce que j'avais, c'était un enfant. La marquise avait ri, dit Ravilla, quand elle lui avait raconté cette histoire. Mais aucune des 12 femmes qui étaient autour de cette table ne songea à rire, ni Ravilla non plus. Et voilà, mesdames, croyez-le si vous voulez, le plus bel amour que j'ai inspiré de ma vie. Et ils se tuent. Elles aussi. Elles étaient pensives. L'avaient-elle compris? Lorsque Joseph était esclave chez Madame Putiphar, il était si beau, dit le Coran, que de rêverie, les femmes qu'il servait à table se coupaient les doigts avec leur couteau en le regardant. Mais nous ne sommes plus au temps de Joseph, et les préoccupations qu'on a au dessert sont moins fortes. Quelle grande bête avec tout son esprit que votre marquise pour vous avoir dit pareille chose. Fit la duchesse qui se permit d'être cynique, mais qui ne se coupa rien du tout avec le couteau d'or qu'elle tenait à la main. La comtesse de Chiffreva, elle, regardant attentivement dans le fond d'un verre de vin du Rhin en cristal émeraude, mystérieux comme sa pensée, demanda: Et la petite masque? Oh, elle était morte, bien jeune et mariée en province quand sa mère me... Et dans les lettres françaises. Aujourd'hui, Jules Barbet d'Orvilly, présenté avec le concours de Fernand Ledoux de la Comédie Française, Tania Balachova, François Chaumette, Marguerite Cavadaski, Jacqueline Morane, Madeleine Sylvain, Francette Vernillat et Jean Dide. Illustration musicale extraite de l'œuvre de Frédéric Chopin. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 mars 1952.